Midi 14h, Sud Radio, la France dans tous ses états. Les élèves français sont-ils devenus des cancres? Alors, comment dire? Votre dictée de l'an dernier vous a laissé perplexe quant au taux d'échec. Oui, c'est catastrophique. Ah bon? J'ai un taux de réussite à maintenir, alors je veux que le prochain élève ait son bac. J'ai pas trop envie de me faire maltraiter en ZEP, du coup ça sera un peu plus clair, monsieur le proviseur. Sur 72 systèmes éducatifs, les Français sont parmi les derniers. Allez, dernière question, là, celui qui gagne a gagné. En quelle année a démarré la guerre 39-45? 1949. Oui, j'ai oublié. C'est de la délinquance, oui, j'ose le dire. Mais j'espère que la retourne va... Ça y est, j'en ai marre. Vous êtes sur Sud Radio, il est 13h03, vous êtes avec Perico Légas et je reçois Joachim Le Floch Imad, enseignant, auteur de Main basse sur l'éducation nationale. Vous l'avez compris, on va parler de l'école de la République, de la façon dont elle serait au fond du gouffre, où est-ce qu'elle y est déjà, est-ce qu'on est condamné à subir encore la dégradation de cette institution vitale pour notre pays, pour notre histoire. Alors là, je m'adresse aux parents d'élèves. Appelez-nous, parents d'élèves et enseignants, les profs, moi je disais les instituteurs quand j'étais jeune. Appelez-nous au 0826 300 300, parents d'élèves, enseignants, pour témoigner, pour nous faire part de vos états d'âme, poser des questions à Joachim Le Floch Imad. Nous allons faire un bilan, hélas douloureux, mais je sais que je suis ravi de vous recevoir, Joachim Le Floch Imad, parce que je sais que le monde enseignant, en général, s'il y a un constat pessimiste, il y a toujours un espoir, il y a toujours un apport de solution. On va fêter demain les 120 ans de la loi de 1905 sur la séparation de l'Église et de l'État, qui a pesé évidemment sur la laïcité et donc sur la scolarité. Je commence tout de suite avec cette actualité. Est-ce que la laïcité aujourd'hui, dans le cadre de l'école de la République, se porte bien ou est-ce qu'elle est affaiblie? Je pense qu'elle est affaiblie dans la mesure où vous avez 56% des enseignants qui continuent de s'auto-censurer malgré le discours qui est celui de tous les ministres depuis Jean-Michel Blanquer, selon lequel le pas de vague aurait été aboli. Alors oui, le pas de vague a été aboli en discours, mais en pratique, on voit qu'on a des enseignants en première ligne qui font de plus en plus court la peur au ventre et qui sont contraints de s'auto-censurer. Alors ça tient à des mots éducatifs spécifiques. Je montre dans mon livre comment une sorte d'État dans l'État a pris le pouvoir dans l'éducation nationale et a imposé un discours sur la laïcité qui correspond davantage à des grilles de lecture anglo-saxonnes qu'au prisme républicain. On pourrait parler par exemple du discours qui est celui de ces syndicats ultra-majoritaires pour fustiger l'islamophobie scolaire, le discours d'associations agréées qu'on laisse rentrer dans l'école comme Coexiste par exemple, qui s'oppose à la loi de 2004. On pourrait aussi parler de ces 74% de profs de moins de 30 ans qui veulent assouplir les règles relatives à la laïcité. Donc il y a un problème scolaire spécifique, mais il y a aussi un problème que je décris en profondeur dans mon livre, qui est le ruissellement des mots de la société française dans l'école. L'école n'est plus un sanctuaire comme elle devait l'être dans la logique républicaine classique. Elle est une caisse de résonance de toutes les violences, de toutes les idéologies mortifères qui décomposent la société française de l'intérieur. Le tableau est tragique, il n'est pas nouveau, il n'est pas récent. Bon, le summum, ça a quand même été les deux assassinats, celui de Samuel Paty et de Dominique Bernard. C'est quand même l'aboutissement d'une situation dont on n'aurait pas pu imaginer, ne serait-ce que, j'allais dire, un soupçon de cette violence il y a encore 15-20 ans. Sans refaire de l'histoire, vous estimez à quel moment le basculement où là la République capitule ou démissionne, où les ministères de l'Éducation ne prennent plus leurs responsabilités parce que c'est quelque chose qu'il fallait, j'allais dire, contrecarrer tout de suite, on va dire 89 avec Lionel Jospin, ministre de l'Éducation. Oui, c'est ça. C'est là où la première démission. Pour moi, c'est vraiment un tournant, parce que je rappelle qu'il y avait eu des incidents relatifs au port de tenues religieuses illégales dans les établissements scolaires au début des années 1980, lorsque Jean-Pierre Chevènement était ministre de l'Éducation. Avant Creil. Sauf que dès lors qu'il avait été prévenu de ces incidents, le ministre Chevènement avait donné des directives extrêmement claires qui avaient en quelques heures suffi à régler le problème. C'est exactement l'inverse de ce qu'a fait Lionel Jospin en 1989, où il a totalement démissionné. Il a botté en touche en voyant la patate chaude au Conseil d'État. Et il a eu cette phrase épouvantable. Il a dit qu'est-ce qu'il y a des journalistes, qu'est-ce que vous voulez que ça me fasse que la France s'islamise. Donc on est en plein dans l'impuissance du politique, impuissance encore une fois qui est consentie et qui est fabriquée par des ministres successifs qui démissionnent. Face à un péril en effet toujours plus grand, vous l'avez rappelé. Comment on peut expliquer cette dérive? On est en 89, la gauche est encore au pouvoir.
il y a une forme de... C'est une résignation, c'est plutôt... Est-ce qu'il y aurait une intelligentsia de gauche qui avait commencé à faire pression? Aujourd'hui, ça a pris des proportions, j'allais dire, cataclysmiques. Est-ce qu'il y a déjà une pression, j'allais dire, intellectuelle, sociétale d'une certaine gauche pour dire la société française, Mélenchon utilise le mot criolisation, elle devient multiple, il y a une mixité, il faut accepter de changer nos valeurs. C'est un petit peu ça qui est au départ du... Ça correspond au passage que Régis Debray a très bien analysé de la République à la démocratie. Il a cette phrase, la démocratie c'est ce qui reste de la République lorsqu'on a éteint les lumières. Une certaine gauche, mais pas que la gauche d'ailleurs, il faudrait aussi faire le bilan du centre et de la droite. Très belle formule. On contribue à éteindre les lumières dans ce pays et plus particulièrement dans notre école depuis une quarantaine d'années. Je pense encore une fois que ça tient au rapport qu'on a à ce que doivent être les finalités de l'école. On a une école dont les missions aujourd'hui sont toujours plus émiettées, c'est-à-dire que l'école, elle devait instruire, aujourd'hui elle co-construit les savoirs, elle devait éduquer, aujourd'hui elle rééduque selon le fantasme révolutionnaire de l'homme nouveau, et l'école enfin elle devait proposer un détour par les œuvres du passé, aujourd'hui on voit qu'elle enferme dans la tyrannie du présent. Je pense qu'une certaine gauche, mais pas que la gauche encore une fois, y a largement contribué en décrétant, notamment en 1989, que l'école n'avait plus vocation à être un sanctuaire, mais qu'elle devait être une sorte de laboratoire de la société diversitaire, multiculturaliste, progressiste de demain, ce qui est totalement en rebours, encore une fois, de ce que devait être sa mission selon une vision républicaine des choses. Pour autant, Joachim Le Floch-Imad, on aurait pu s'attendre à ce que le corps enseignant ait une réaction, un sursaut. Il y a quand même des laïcs convaincus. Quand je dis laïc convaincu, c'est l'état naturel des choses. Ça fait partie de la mission. Il y avait des prises de conscience. On a l'impression que malgré tout, il y a eu une forme de résignation. Qu'il n'y a peut-être pas eu la réaction nécessaire à ce moment-là. Il y a eu une forme d'idéalisme, une forme de naïveté chez certains enseignants. C'est toujours le cas pour une partie du corps enseignant aujourd'hui, puisque vous avez encore une fois 74% des professeurs de moins de 30 ans qui veulent détricoter une partie des règles relatives à la laïcité à la française. Maintenant, je n'ai pas envie d'accabler plus que ça le corps enseignant. Aujourd'hui, ils savent ce que ça signifie. À l'époque, on va dire qu'ils ne pouvaient pas imaginer que la dérive allait aller si loin dans la catastrophe. Aujourd'hui, ils savent très bien les conséquences d'une délaïcisation de l'école. Il y a une forme de complicité idéologique et puis aussi de la moraline, c'est des logiques de signalement de vertu. Samuel Fitoussi a écrit un très beau bouquin là-dessus où il montre que chez les intellectuels, bien souvent, on privilégie la rationalité sociale, c'est-à-dire le qu'en dira-t-on, sur la rationalité épistémique, c'est-à-dire la vérité. Et je pense que les 74% de profs de moins de 30 ans qui veulent déconstruire la laïcité à la française en font partie. Maintenant, j'ai pas envie d'accabler le corps enseignant dans son ensemble, puisqu'il est très divers. D'ailleurs, je vous rappelle que vous avez 20% des professeurs qui votent pour le Rassemblement national aujourd'hui, alors qu'on était à 3% en 2012. Donc ça montre qu'il y a une évolution aussi des mentalités du corps enseignant, et ça va bien au-delà du seul vote Rassemblement national. Et par ailleurs, le corps enseignant, il est extrêmement mal en point, dans la mesure où vous avez des démissions à l'éducation nationale qui ont augmenté de 567% en 10 ans, un effondrement vertigineux des inscriptions au concours de l'enseignement, un recours au contractuel qui a doublé en 15 ans. Donc tout ça fait qu'on envoie en première ligne devant des classes qui sont de plus en plus hétérogènes, de plus en plus difficiles à gérer, sont de plus en plus violentes, des professeurs à qui on ne donne pas les moyens de leur mission, moyens matériels, moyens intellectuels, moyens moraux. C'est un drame absolu qui ne peut que déboucher sur les actualités toujours plus lugubres qu'on est amené à commenter jour après jour, plateau après plateau. Toute proportion gardée, on peut quand même parler de massacre, entre guillemets, bien entendu, mais enfin par rapport à ce qu'on a eu. Au niveau syndical, il y a quand même des syndicats qui sont plus conscients que d'autres, plus mobilisés dans la préservation de cette conception de l'école de la République, et d'autres au contraire qui, comme vous l'avez dit tout à l'heure, fuite en avant totale, parfait, on va tout remettre en cause, on repart à zéro. On a besoin de syndicats dans l'éducation nationale comme dans d'autres administrations pour avoir des remontées utiles du terrain, pour évaluer la pertinence de telle ou telle mesure. C'est toujours important d'avoir un dialogue, d'autant que les syndicats, encore une fois, ils sont capables d'accompagner le personnel éducatif en première ligne quand souvent les services académiques sont totalement débordés. Est-ce que vous pouvez me citer des noms, sans faire de dénigrement, dans les grands syndicats, comment les classer? SNALC, le SNALC est un peu plus conservateur, assez peu représentatif si on prend les résultats des élections professionnelles. Non, ce qui domine, c'est plutôt l'UNSA aujourd'hui.
c'est Sud Éducation. Une ça avec deux branches, je crois, oui. Oui, il y a différentes branches. Moi, ce qui me frappe avec les syndicats, c'est qu'encore une fois, ils ont leur raison d'être, mais de plus en plus de syndicats dans l'éducation nationale sont passés d'une logique légitime de défense des intérêts matériels de leurs mandants à une logique qui consiste à se positionner sur un terrain politico-idéologique. Quitte à devenir des sortes de machines à dire non, avec un désir qui caractérise la quasi-totalité des syndicats aujourd'hui, de voir échouer le ministre, quel que soit son profil. La FEN était autrefois, la Fédération de l'Éducation nationale était très liée au Parti socialiste. C'était clair. Souvent d'ailleurs le ministre de l'Éducation nationale. Oui, il y a toujours eu une sculpture de gauche un peu molle, disons centre-gauche. Voilà. Aujourd'hui, on est sur une gauche beaucoup plus révolutionnaire, beaucoup plus radicale. La France insoumise a des liens, des ramifications. Dans la mesure où vous avez de nombreux parlementaires de la France insoumise qui viennent du monde syndical aujourd'hui, au sens large. Ercilia Soudet a été professeur de français syndicaliste, mais si vous prenez quelqu'un comme Rodrigo Arenas de la FCPE, il est à la France insoumise aujourd'hui. Louis Boyard était dans le syndicalisme lycéen, et ça explique un certain nombre, disons, d'actes de désobéissance, de dérives, dont je donne un certain nombre d'exemples dans mon livre. Par exemple, en mai 2025, quand vous avez un syndicat de l'éducation nationale qui donne une formation sur le thème « S'éduquer à la Palestine » en partenariat avec Éducation, avec Gaza 33, je crois qu'on est loin du devoir de neutralité, du devoir de loyauté auquel tous les agents publics sont astreints. Mais on pourrait prendre d'autres exemples. Je pense à ces syndicalistes qui ont confisqué les copies du baccalauréat sous Jean-Michel Blanquer pour protester contre la réforme du lycée, la réforme du bac. Protestation qui était selon moi légitime, mais certainement pas de cette manière. Et puis on pourrait prendre aussi les exemples de ces syndicalistes Sud Éducation, par exemple, qui ont appelé à ne pas appliquer l'interdiction par Gabriel Attal de l'abaya. Je pense à tous ces syndicalistes qui se sont opposés à la mise en œuvre du choc des savoirs, si bien que malgré les annonces de Gabriel Attal extrêmement fortes, vous avez 44% des collèges français qui n'ont pas mis en œuvre les fameux groupes du niveau. Donc on voit bien qu'il y a un mouvement, mais qui vient de loin, puisque De Gaulle et Pompidou parlaient déjà des syndicalistes embusqués rue de Grenelle qui étaient devenus maîtres de la carrière des enseignants. Bien sûr. Nous sommes avec Joachim Le Floch-Imad, nous parlons des fondements de l'école, et puis on vous retrouve dans quelques instants. On poursuivra sur quel est aujourd'hui l'état d'esprit du corps enseignant. Radio avec Perico Légas, je reçois Joachim Le Floch-Imad. Joignez-nous, parents d'élèves, enseignants, au 0826 300 300. Nous sommes en train de faire l'évaluation, c'est un terme scolaire justement, évaluation de l'état d'école. Évidemment, on n'est pas optimiste, pour autant il y a des lueurs d'espoir. Et nous avons Sarah qui nous appelle de Bellegarde. Bonjour Sarah, vous êtes prof ? Oui, je suis prof triplement. Je suis prof en collège, j'étais prof en fac, j'ai fait des interventions en primaire, donc je connais les 3 niveaux. Donc vous connaissez les enjeux, voilà, vous connaissez les enjeux du débat d'aujourd'hui. On vous écoute, Sarah. Eh ben d'abord, je souhaite remercier dans toute la profession Monsieur Le Floch-Imad pour le sérieux de son travail et pour être un des rares journalistes qui s'occupe vraiment des questions de fond. Merci à vous. Et malheureusement, je dois rejoindre complètement son analyse. Moi, je suis au collège depuis 15 ans, en français, et qu'est-ce que je vois? Un texte hyper facile de 10 lignes au présent de l'indicatif, depuis 2 ans, chez des élèves de 5e qui ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas le début du texte, le résumé qui fait 4 lignes, et le texte qui fait 10 lignes. Ils ne comprennent pas les mots, ils ne comprennent pas la situation. En 5e. Ça... Ce sont des cas récurrents de plus en plus nombreux, des lectures qui ne donnent pas suite puisque l'élève est déconnecté, il ne comprend pas le vocabulaire, il ne connaît pas les mots. Et il est dans une situation de pré-analphabétisme, Joachim Le Floch-Imad. Je vous remercie, chère madame, pour votre témoignage qui fait écho à toutes les statistiques officielles qu'on a sur le sujet, puisque si on prend l'étude internationale Pearls, donc en lecture, qu'est-ce qu'on constate? On constate que la France est le 16e pays sur 19 pays européens évalués dans l'étude en lecture. Mais qui est-ce que ça surprendra cette information? Absolument personne. On l'a organisé, cet effondrement du niveau en lecture. On a supprimé 700 heures de français en fin de cycle obligatoire sur 50 ans. On a eu des personnes qui ont influencé les réformateurs successifs de l'éducation nationale. 700 heures, vous dites? Oui, 700 heures. Je pense à Pierre Bourdieu, qui avait dit dans un débat surréaliste face à Jean-Pierre Chevènement, l'étude de l'orthographe a quelque chose d'archaïque. Voilà. Donc on a tout fait pour en arriver là, en notant à l'école ce qui lui restait de rigueur. Merci Bourdieu, merci Michel Foucault, tous ces gens-là ont fait beaucoup de bien à l'éducation nationale. Ils ont fait beaucoup de mal, encore une fois, parce que les politiciens
lycéens les ont écoutés. Ce sont eux les premiers fautifs, les premiers responsables de la destruction de l'éducation nationale. Et puis derrière, si vous ajoutez à ça l'état plus général de la société française, de la civilisation même, j'ose dire, et que vous voyez que vous avez sur le Centre national du livre des adolescents qui passent à peu près 5h10 par jour devant les écrans contre 12 minutes en lecture, derrière il faut pas être surpris de l'effondrement du niveau que j'ai vu moi-même d'ailleurs comme enseignant dans le supérieur. Donc les problèmes vont en âge très tard. Je suis arrivé en BTS mais aussi en école de commerce. J'avais face à moi des élèves qui étaient en grande difficulté pour comprendre un texte journalistique simple, pour écrire une phrase sans faute, si bien que j'ai dû en venir à imposer des dictées obligatoires quasiment au début de chaque cours à des jeunes gens de 18-19 ans qui avaient obtenu un bac. Vous vous souvenez de Claude Allègre, qui était ministre de l'Éducation nationale sous Lionel Jospin, connu pour sa fameuse phrase « il fallait dégraisser le mammouth », qui n'était pas un argument stupide, même si la formule était un peu maladroite. Par contre, il dit « on va introduire l'écran, et là on va faire une révolution culturelle dans le monde scolaire ». C'est un véritable, je vais utiliser tout à l'heure le mot massacre, c'est le mot massacre. Alors déjà, l'écran évidemment est l'ennemi de la lecture proprement dite, de la lecture papier. Et puis là, l'écran, nous allons avoir l'intelligence artificielle qui va arriver. Et je peux déjà témoigner de certaines classes de France où les devoirs, les exposés sont réalisés par ChatGPT ou l'intelligence artificielle. Quand il y a des devoirs à faire, parce qu'en primaire, les devoirs écrits ont été interdits par le ministère depuis fort longtemps déjà. Et plutôt que d'investir massivement dans l'IA, je préférerais qu'on investisse dans l'intelligence vive des professeurs comme des élèves, ce qu'on ne fait suffisamment aujourd'hui quand on voit le niveau d'exigence intellectuelle, que ce soit au concours de l'enseignement ou alors aux examens nationaux, d'où l'effondrement de la valeur certificative des examens que le ministre Édouard Geoffrey essaye d'inverser, mais avec une politique, encore une fois, de cautère sur une jambe de bois. C'est pas comme ça, c'est pas avec cette politique visant à colmater les brèches qu'on refondera l'école française dans sa globalité. Il a trouvé l'école dans un piètre état et on peut donner des noms de ministres qui il l'a pas trouvé, il a lui-même contribué au travail de ça, il a été DGESCO pendant très longtemps. Donc l'écran numérique qui était censé, alors c'est un outil formidable, on va se dire on va démultiplier les capacités d'apprentissage, d'instruction des élèves, c'est le contraire qui s'est passé. C'est le contraire qui s'est passé en France, mais aussi ailleurs, parce que si on prend les fameux, le modèle suédois par exemple, ou alors d'autres pays scandinaves qui étaient tant vantés dans les années 2000-2010, ils se sont engouffrés dans la numérisation à marche forcée, et aujourd'hui qu'est-ce qu'ils font ? Ils font marche arrière parce qu'ils ont vu leur score en lecture dans les études internationales s'effondrer. Donc ça montre qu'il y a eu un gouffre, si vous voulez, entre les promesses qui ont été faites par la gauche, mais aussi par le centre et par la droite, parce qu'il faudrait voir ce que Valérie Pécresse a fait dans la région Île-de-France. En tout cas, ils réagissent, voilà. Ils ont pris Ils réagissent peut-être avec plus de vivacité et de pertinence que nous. Est-ce que c'est réversible, ou une fois qu'une pratique s'est installée, comme celle de l'écran, du clavier, du numérique, est-ce qu'il est possible de revenir à de l'écrit, j'allais dire pas avec la plume, avec les plaies et les déliés, enfin de revenir à une lecture plus, un enseignement plus littéraire, plus livresque des programmes scolaires? En tout cas, c'est ce que certains font. Je vous ai cité l'exemple de la Suède, oui, mais en France, de la Finlande. Est-ce qu'il y a des programmes en France, je pense que vous avez toujours beaucoup de professeurs qui ont à l'esprit les études les plus pertinentes en sciences cognitives, qui montrent très bien que l'écriture manuscrite a des vertus pour la mémorisation, pour l'apprentissage de la langue, et qu'il est nécessaire de la défendre. Maintenant, j'en ai un peu assez qu'on demande aux professeurs de gérer le désastre dans leur coin, de faire toujours plus de bricolage de circonstances, là où j'aimerais que le salut, il vienne du politique, il vienne d'une capacité du politique à fixer un cap, à renouer avec l'exigence intellectuelle dont le ministère s'est éloigné depuis fort longtemps. Maintenant, je ne suis pas fataliste, je n'aurais pas écrit cet ouvrage sinon. Déjà parce qu'on ne peut pas se permettre d'être fataliste, puisque l'état de l'école aujourd'hui dépend de l'état plus général du pays demain. Donc si on se résout à voir l'école mourir, autant éteindre la lumière et mettre la clé sous le paillasson tout de suite. Et deuxièmement, on a plein d'exemples quand on regarde autour de nous de pays dont les systèmes éducatifs étaient en déliquescence et qui, avec des politiques de rupture, avec des mesures de bon sens, avec du courage politique, ont su connaître un rebond. Je pense aux États-Unis sous Ronald Reagan, je pense au Royaume-Uni après les réformes faites par Tony Blair qui font qu'aujourd'hui en lecture en mathématiques, le Royaume-Uni est premier en Europe. Je pense à l'État du Mississippi aux États-Unis qui était 49e en lecture en primaire en 2013 et qui aujourd'hui est 7e au niveau national. Tout ça montre qu'avec du volontarisme, vous pouvez avoir des résultats très rapides. Encore faut-il probablement faire les bons diagnostics
ce que ceux qui nous dirigent ne sont pas capables de faire manifestement. Donc des solutions existent. Nous avons Michael qui nous appelle de Créteil. Bonjour Michael, vous êtes enseignant ou parent d'élèves, ou ni l'un ni l'autre peut-être? Bonjour, je suis tous les deux, monsieur. Ah ben, parfait. Michael, quelle question vous avez envie de poser à Joachim Le Floch-Imad? Alors, j'ai pas vraiment de questions, mais... Ou un témoignage, un témoignage. Oui, c'est surtout pour dire que je souscrivais totalement à son discours, à son état des lieux. Et je voulais apporter un témoignage, tout simplement, pour étayer un peu ce que dit votre invité. Vous êtes toujours en activité, Michael? Bien sûr, oui, je suis en activité. J'enseigne une langue étrangère, mais je dis à mes élèves qu'avant de maîtriser cette langue, pour maîtriser cette langue étrangère, ils doivent d'abord parler un français châtié et maîtriser leur propre langue maternelle. Évidemment. Ce qui est dramatique, c'est que les élèves ne savent plus faire la différence entre un conditionnel et un futur. Ils mélangent complètement les temps. La grammaire, quand elle n'est pas acquise en français, comment voulez-vous l'expliquer en langue étrangère? Il faut refaire tout le temps une réexplication de la grammaire française pour passer ensuite à la grammaire dans la langue cible. On a un métier qui est quand même difficile. Parce que les élèves n'ont pas acquis leurs bases, les bases essentielles. En troisième, ils écrivent « ça m'intéresse, SA ». Voyez-vous? Oui, c'est un des symptômes de... Oui. Et je dis à mes élèves en permanence, lâchez vos écrans et remettez-vous à la lecture. Alors c'est vrai que c'est difficile, c'est laborieux, mais il n'y a que comme ça qu'on va y arriver, quoi. Joachim Le Floch-Imad, ce sont des situations que vous avez certainement rencontrées vous aussi. Oui, tout à fait. Ce que dit monsieur fait écho à la réalité vécue de nombreux enseignants. Maintenant, la question qui me préoccupe le plus, c'est de savoir comment sommes-nous arrivés là. Et je pense que si on prend, je pense que deux approches en particulier ont fait énormément de mal. L'approche par compétence, celle qui fait qu'on est passé de la transmission des savoirs à la notion d'employabilité, à l'idée que les élèves n'auraient pas à apprendre mais à comprendre, mais à acquérir des savoir-être et des savoir-faire, ça fait énormément de dégâts. L'autre approche que j'accable dans mon livre est celle des sciences de l'éducation, qui domine depuis le tournant du XXe siècle, avec cette phrase qui avait été celle de Roger Cousinet qui disait il faut que le professeur cesse d'enseigner pour que l'élève commence à apprendre. Et cette vision, encore une fois, elle a été au cœur de toutes les réformes depuis 40 ans qui ont contribué à casser la capacité de l'école. On développe cette idée dans quelques instants. Vous restez avec nous. Nous sommes avec Joachim Le Floch-Imad, auteur de Main basse sur l'éducation nationale, et nous faisons un décryptage de l'effondrement de l'école. À tout de suite. Et si vous aussi, vous n'en pouvez plus de lire les textos truffés de fautes de vos enfants, appelez-nous. On attend vos témoignages au 0826 300 300. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les Chevaliers du Fiel, 17h, 18h sur Sud Radio. C'est au sujet de ma fille. Qu'est-ce qui se passe? Depuis le début de septembre, elle n'a pas... Midi 14h, Sud Radio, la France dans tous ses états. Vous êtes sur Sud Radio avec Perico Légas. Je reçois Joachim Le Floch-Imad, auteur de Main basse sur l'éducation nationale. Donc vous avez compris la thématique que l'on est en train d'aborder, l'effondrement de l'école. Parents d'élèves, enseignants, appelez-nous au 0826 300 300, tout simplement peut-être que parce que vous êtes un peu indigné de la façon dont vos enfants rédigent des textos, qui est une orthographe nouvelle, c'est une langue nouvelle, n'est-ce pas? C'est la langue de l'avenir. Mon Dieu, quelle angoisse. Joachim Le Floch-Imad, vous étiez en train de nous expliquer là à l'instant qu'il y a une évolution dans le discours scolaire. Oui, je faisais référence à la philosophie des sciences de l'éducation qui est archi-dominante encore aujourd'hui à tous les échelons du ministère de l'Éducation nationale, et je montrais que sa généalogie historique, contrairement à ce que pense une droite un peu caricaturale, ne remonte pas à mai 68, mais qui est davantage un accélérateur de théorie préexistante. On parle des pédagogisme. Oui, c'est ça, ce qu'on appelle ça vient des États-Unis, des années 20, me semble-t-il. Oui, en fait, c'est toute une idéologie, oui, en effet, transnationale, qui naît notamment aux États-Unis, mais qui se développe en Europe tout dans le XXe siècle. Donc c'est Roger Cousinet qui dit il faut que le professeur cesse d'enseigner pour que l'élève commence à apprendre. Et ça correspond en fait au moment où on oblitère toute
tout ce qui fonde l'école traditionnelle, c'est-à-dire la dissymétrie enseignant-enseignant. C'est le maître qui doit apprendre de l'élève. J'ai entendu ça au jour une fois. C'est le maître. Exactement. D'où le vocabulaire de la co-construction des savoirs qui est archi dominant aujourd'hui et qui rejoint ce que je disais tout à l'heure sur l'émiettement des finalités et des missions de l'école. On part du principe que l'école n'a plus à instruire, mais à co-construire et à lutter à lutter contre l'ennui, à promouvoir le bien-être des élèves. Et ça vaut à tous les échelons, jusque dans un certain nombre de structures connexes à l'école. Je pense à la Cour des comptes qui a fait un rapport surréaliste en 2025 disant que la priorité de l'école française devait être de mettre le bien-être au centre d'actions innovantes. Nous en sommes là aujourd'hui et nous voyons étude après étude, examen après examen, les résultats catastrophiques que cette idéologie a engendrés. Je vous signale qu'il y a eu un ministre, c'était Monsieur Henry, qui était le président de la FEN, qui avait été nommé ministre du temps libre par François Mitterrand. Le ministère n'a duré que le tout début de la gauche, mais enfin on était quand même dans cette symbolique-là. Nous avons Robert qui nous appelle de Toulouse. Bonjour Robert. Oui, bonjour. Est-ce que vous allez encore à l'école, Robert ? Non, mais par contre, j'ai le privilège d'avoir vécu le tournant, à mon avis, de l'école, qui je date à 1969. Oui, un des tournants. Oui. Pourquoi vous dites 69 ? Parce que vous pensez que 68 est à l'origine un peu de la dérive à laquelle on est en train d'assister ? 68 est à l'origine, mais ce qui est surtout à l'origine, c'est l'abandon par le gouvernement de l'éducation nationale à la gauche, avec la suppression de la récompense des meilleurs élèves par les prix, avec le passage aux maths modernes, qui sont très bonnes après le bac, mais qui ne permettent pas d'apprendre la logique, contrairement aux maths d'anciennes. Ça, dès 72, mon professeur de maths me l'avait indiqué. J'y ai été confronté, Robert. J'ai été confronté à l'année d'arrivée des maths modernes. Ça a été quelque chose. Moi aussi, en seconde. Donc, j'ai vu les deux. Et donc, on a fait l'enfant roi, on a fait toutes les techniques. L'éducation est passée sur les notions d'apprentissage essentiel et au détriment, à leur détriment, on a mis le théâtre, les machins comme ça, voilà, tous ces trucs-là. Joachim Le Floch-Imad, le constat de Robert est une réalité ? Moi, je suis extrêmement sévère à l'endroit de la gauche, mais aussi à l'endroit du centre et de la droite qui ont eu un rôle, y compris dans la période que vous citez, puisque en mars 68, quel ministre a parlé des professeurs comme devant être des animateurs et des serviteurs non du savoir mais des enfants? C'est un ministre gaulliste en la personne de Perfit. Donc ça montre encore une fois que le travail de SAP a été largement partagé. Même si monsieur a tout à fait raison de dire que la technostructure de l'éducation nationale, telle que je l'analyse dans mon livre, coche à peu près toutes les cases des différentes nuances de la gauche, un gauchisme culturel et cette gauche libérale, libertaire, managériale, pour parler vite. Mais tout de même, il ne faut pas oublier le bilan d'un certain nombre de ministres de droite, Perfit, Châtel, on pourrait en citer bien d'autres. Entre 69 et 80, d'abord, c'est que de la droite. Oui, la droite a longtemps été au pouvoir. Alors, vous vous souvenez de la réforme Abi, là aussi. Oui, la réforme centriste. Centriste, voilà. Mais alors, la réforme Abi, c'est un tournant absolument essentiel. C'est celui de la massification. Donc, vous avez des classes alors ça, la massification, c'est un sujet dans votre livre que vous abordez qui vous pose un énorme problème. Oui, dans la mesure où aujourd'hui, vous avez un coût de l'échec dans l'enseignement supérieur en premier cycle qui représente 534 millions d'euros par an pour la société française. C'est l'un des pires chiffres de tout l'OCDE et c'est lié au fait qu'on a 8 fois plus d'étudiants dans le supérieur aujourd'hui par rapport aux années 1950. On paye là le prix de toutes les réformes, à commencer par la réforme la plus essentielle de toutes, celle que vous avez citée, la loi Abi, qui a renforcé l'hétérogénéité des classes, quitte à demander aux enseignants d'aligner leurs exigences sur le niveau des plus faibles. Le sociologue organique de l'éducation nationale, François Dubet, avait eu un mot terrible là-dessus, où il disait en effet qu'il fallait se calquer sur ce que pouvait maîtriser le plus faible en sortant du collège, et il avait dit qu'il était intolérable que certains élèves aient plus de culture commune que d'autres. Donc je crois que la massification a eu un rôle terrible, mais qu'elle demeure encore aujourd'hui l'angle mort des débats éducatifs, et pour ma part, je serais partisan à ce qu'on reprenne, à ce qu'on combatte le mal à la racine, et qu'on passe par exemple du collège
collège unique mis en place en 1974, à un collège modulaire proposant dès la 4e des parcours de préorientation. Et je pense que c'est nécessaire non seulement pour réindustrialiser la France, mais aussi pour permettre à chaque élève d'aller au bout de ses aspirations spécifiques, d'exploiter son potentiel. Et le potentiel de chaque élève n'a pas forcément à se réaliser dans une voie généraliste universitaire. Vous vous souvenez, Joachim Le Floch-Imad, de la réforme de Vaquet en 86, qui voulait commencer à établir un peu de sélection, justement pour combattre un peu cette massification. La sélection, c'est une idée ô combien noble, ô combien républicaine. La sélection, c'est ce que la méritocratie. C'est ce que les Lumières ont trouvé de mieux pour substituer à l'arbitraire de la cooptation le mérite et la récompense de la performance intellectuelle par le concours. C'était l'idée de la gauche républicaine, la gauche de Jaurès, la gauche de Jean Zay, la gauche de Langevin, Paul Langevin, qui en 1945 a dit l'école doit promouvoir tout le monde et sélectionner les meilleurs. Autant dire que la gauche a tourné le dos à cet héritage, du fait notamment de l'idéologie bourdieusienne dont je parlais tout à l'heure, et qu'en tournant le dos à cet héritage, elle a sacrifié sur l'autel de l'égalitarisme les classes populaires. Ces classes populaires qui n'ont que l'école pour réussir, pour s'élever socialement et intellectuellement. Et ça me tient d'autant plus à cœur que j'en fais partie, que j'ai grandi dans un milieu modeste. Et si j'ai pu connaître un semblant d'ascension au cours des dernières années, c'est grâce à l'école de la République et au concours que je le dois. Et je constate que de plus en plus de jeunes n'auront pas à l'avenir la même chance que j'ai eu moi, et je le regrette. Je pense que c'est une... Et la réforme de Vaquet avait été abandonnée par Jacques Chirac à cause des troubles que ça avait suscité. Nous avons Jean-Bernard qui nous appelle de Toulouse. Bonjour Jean-Bernard. Oui, bonjour à Sud Radio, bonjour à vous tous. Merci de me laisser effectivement l'antenne. Je voudrais effectivement un petit peu réagir sur tout ce qui est en train de se dire. Je comprends parfaitement donc tous ces changements qui ont été réalisés au cours des décennies dernières et au niveau des institutions. Je me demande si les institutions n'ont pas été obligées petit à petit de s'adapter à l'évolution des sociétés que je trouve aujourd'hui très très changeante depuis un certain nombre de temps. Si vous voulez, j'ai 70 ans, je suis à la retraite et actuellement donc je gère une association d'aide aux devoirs parce que je trouve qu'effectivement les enfants ont énormément besoin d'être accompagnés et je pense qu'aujourd'hui il y a un abandon, je ne vais pas dire général, mais un abandon beaucoup au niveau des parents, les parents qui n'ont plus l'espoir, ou alors qui abandonnent tout simplement parce qu'ils sont eux-mêmes dans une crise sociétale aujourd'hui. Et je le vois, beaucoup d'enfants qui sont aujourd'hui ballottés. Allez, demain je vais chez le papa, la semaine prochaine je suis chez la maman. Comment voulez-vous qu'il y ait un équilibre autour des enfants à ce niveau-là? Et effectivement, on s'en aperçoit. Quand on a dans une classe, et ça je le vois autour des maîtres d'école que je côtoie régulièrement, quand on a dans une classe plusieurs enfants qui n'arrivent pas à suivre et qu'il faut mettre beaucoup plus de temps pour essayer de faire apprendre aux enfants le français, la géographie et puis un petit peu tous les mathématiques, eh bien ça avance pas et effectivement on s'en aperçoit. De plus en plus. Jean-Bernard, le constat, vous n'êtes pas le seul à le faire, effectivement. Joachim Le Floch-Imad, qu'est-ce que vous répondez à Jean-Bernard? Il y a deux choses qui me paraissent essentielles dans ce que vous dites, Jean-Bernard. Tout d'abord, c'est la démission parentale qui est un fléau. Encore une fois, l'école ne peut pas réparer à elle seule l'ensemble des maux de la société. Et on a besoin que les parents accompagnent leurs enfants, suivent leur progression scolaire, soient capables de les rappeler à l'ordre lorsqu'ils bafouent l'autorité. Et ça, ils ne le font pas. Et c'est pour ça que je regrette qu'on ait abandonné la loi Ciotti de 2010 qui permettait d'aider à mieux responsabiliser les familles d'élèves absentéistes ou qui troublaient l'ordre scolaire. Et il y a une deuxième chose dans ce que vous avez dit, c'est que le mot d'ordre, en effet, de l'école aujourd'hui, c'est l'adaptation. C'est s'adapter. L'école doit être moderne. Mais je pense qu'en disant que l'école doit s'adapter, on renie la dimension républicaine, encore une fois, de l'école. C'est le grand penseur colombien Nicolas Gómez Dávila qui avait dit « Éduquer les jeunes gens ne consiste pas à les familiariser à leur époque, mais à les en protéger le plus longtemps possible. » Si on fait un peu d'étymologie latine, je sais que c'est pas très populaire aujourd'hui, mais on constate qu'éducation a deux racines. Educare, instruire, élever, et educere. Educere, ça veut dire conduire hors d'eux. Et c'est ça qui me paraît fondamental, c'est que l'école, c'est un des rares moments où l'élève
peut vivre une parenthèse par rapport à son époque, par rapport à sa vie quotidienne, peut accéder à l'autonomie du jugement, mais pour accéder à l'autonomie du jugement, il a besoin de passer préalablement par un stade d'hétéronomie, c'est-à-dire accepter qu'il y a celui qui sait et celui qui apprend, c'est-à-dire accepter qu'il n'est pas omnipotent, qu'il n'est pas autoconstruit, mais qu'il intègre un monde plus ancien que lui, un monde qui transcende son ego. Et on a précisément renoncé à ça en détricotant l'école républicaine. Et c'est de là, je crois, c'est de ce mal originaire que découlent tous les problèmes d'effondrement du niveau. Vous expliquez les choses très clairement, Joachim Le Floch d'Imad, avec les justes mots. Vous nous appelez au 0826 300 300, comme vient de le faire Régis. Nous faisons une petite pause. On se retrouve dans quelques instants pour continuer ce débat scolaire passionné et éclairant. Sud Radio, la France dans tous ses états. Vous êtes sur Sud Radio avec Perico Légas qui reçoit Joachim Le Floch d'Imad, auteur de Main basse sur l'éducation nationale. Nous parlons de l'effondrement scolaire, mais nous allons à un moment donné évidemment envisager quelques solutions. Pour autant, nous avons Régis qui nous appelle de Paris. Bonjour Régis. Bonjour messieurs. Qu'est-ce que vous avez... Est-ce que vous êtes parent d'élève ou est-ce que vous avez été enseignant ? Je suis enseignant depuis 45 ans, j'ai 66 ans, donc je termine ma carrière. Donc expérimenté, vous êtes un enseignant expérimenté. J'ai travaillé d'ailleurs 18 années en zone d'éducation prioritaire et maintenant je suis dans un grand lycée parisien du 16e Nord où ont été élèves Giscard d'Estaing et Jospin. Nous voyons lequel. Voilà. Une référence. Voilà. Moi, je voulais vous dire que je vois aucune issue à cette situation-là. Je pense que la France est morte avec le général de Gaulle, ainsi que l'éducation nationale. Ça a commencé avec le sinistre habit. Je ne veux pas refaire le livre de Jean-Paul Brigelli qui a officié sous le général de Gaulle lorsqu'il était à la DGESCO. Il y a eu la loi d'orientation. Et puis, maintenant, j'ai bien compris que la doxa d'éducation nationale, c'était pas de vagues, pas de sanctions, interdiction de mettre des mauvaises notes. On apprend aux élèves à changer de sexe, à trier les poubelles, mais on leur apprend pas à arriver à l'heure. J'ai surveillé le baccalauréat cette année. Après 5 minutes d'épreuve, j'ai vu 4 élèves sortir des kebabs et des McDonald's pour manger pendant l'épreuve du baccalauréat. J'ai pu observer quasiment les 3/4 des élèves qui étaient en short, débardeurs, chaussettes, claquettes, donc extrêmement mal habillés. Voilà, je me suis dit, je voulais prolonger 3 années puisqu'on a le droit. Je me suis dit, non, va-t'en, il n'y a plus rien à faire dans ce monde-là. Voilà. Bien, écoutez, votre témoignage est édifiant. Je pense que beaucoup de gens le partagent et nous constatons comme vous cette dégradation culturelle, sociale, historique et politique. Joachim Le Floch d'Imad, ça va dans le sens de ce que vous dénoncez, bien entendu. Je fais moi-même dans mon ouvrage un constat crépusculaire sur l'état de l'école, tant en matière de transmission des savoirs que de mal-être des personnels éducatifs et de crise de l'autorité, selon l'euphémisme consacré. Maintenant, j'ai pas voulu en rester à ce panorama crépusculaire. Non, mais sociologiquement, est-ce qu'il y a une explication ? Est-ce que l'immigration, par exemple, a pu avoir à un moment donné une incidence sur cette... C'est ce que je disais tout à l'heure sur le fait que l'école, elle est nécessairement à l'image de la société, qu'elle est un réceptacle, une caisse de résonance d'un certain nombre de mots, d'évolution qui travaillent la France. Oui, l'immigration. Est-ce qu'elle intègre encore ? Il y a un emballement quantitatif de l'immigration en France qui change le visage de l'école. Vous avez un élève de CM1 sur 5 aujourd'hui qui parle une autre langue que le français à la maison. Vous avez 153% d'allophones en plus depuis 2007 dans l'éducation nationale. Donc forcément, ça crée des difficultés pour l'éducation, pour les professeurs en première ligne. Ça force l'éducation nationale à mettre en œuvre des moyens et des dispositifs spécifiques. En l'occurrence, pour les allophones, c'est une enveloppe budgétaire de 180 millions d'euros par an, ce qui n'est pas rien. 180 millions d'euros, c'est ce qui permettrait de rémunérer 4000 professeurs sur un an. C'est précisément ce qu'on supprime dans le budget, dans le PLF 2026. Et surtout, l'immigration, elle a un impact sur le niveau moyen. Alors, il y a des trajectoires de surréussite scolaire. L'immigration d'Asie du Sud-Est, par exemple, et toutes origines confondues, il y a des jeunes qui bossent et qui se battent. Mais le fait est que si vous faites des comparaisons, comme le dit PISA, entre autochtones et élèves issus de l'immigration, vous avez en moyenne 1 an et demi d'écart de niveau, avec des jeunes issus de l'immigration qui ont 2,4 fois plus de chances de se retrouver en difficulté en maths que les élèves français d'ascendance française. Et à ça s'ajoute tout un tas de tensions identitaires, religieuses, de contestation d'enseignement qui n'étaient pas envisageables dans la France d'il y a 20-30 ans. Donc oui, l'immigration change la nature de l'activité de nos professeurs. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il faut baisser les
les bras qu'il ne faut rien faire. Donc on a vu les conséquences tragiques quand même avec la mort de Samuel Paty et de Dominique Bernard. Pour autant, Joachim Le Floch Imad, je ne sais pas si on peut vous appeler demain aux plus hautes responsabilités scolaires, mais si un ministre ou un gouvernement ou un président de la République vous disait qu'elle est vite aujourd'hui, comment inverser le processus? Est-ce qu'il y a quelques mesures précises à prendre pour essayer de limiter d'éviter la catastrophe? Il y a des politiques publiques à mettre en œuvre pour redresser l'école, j'y reviendrai, mais la priorité des priorités, c'est de faire en sorte que le ministre ne soit plus un communicant, ne soit plus un figurant parmi d'autres. Il faut, dans l'éducation, mais comme dans d'autres domaines d'ailleurs, que le politique reprenne la main sur une technostructure qui s'est autonomisée, qui est plus puissante que jamais, qui n'en fait à peu près qu'à sa guise. Je développe dans mon ouvrage Main basse sur l'éducation nationale un certain nombre de propositions permettant aux politiques de reprendre la main. C'est le dégraissage du mammouth, pour parler comme Claude Allègre. Oui. Est-ce que c'est normal que dans ce ministère, on ait 20% de la dépense qui aille à des personnels non enseignants pour alimenter une bureaucratie toujours plus pléthorique, avec des comités théodules, des emplois semi-fictifs en administration centrale, quand préalablement on n'est pas capable de mettre de l'argent pour valoriser les professeurs, pour rattraper notre retard sur le primaire, pour avoir des locaux moins vétustes. Par ailleurs, je pense qu'il faut un spoil system à la française, c'est-à-dire des changements stratégiques à tous les postes clés du ministère, puisque c'est pas normal qu'on ait des hauts fonctionnaires qui soient inamovibles aux plus hautes fonctions quand vous avez des Français qui, à 70-80%, veulent un tournant politique sur ces sujets-là. Et il faut enfin en revenir au devoir inscrit dans le Code de la fonction publique que j'évoquais tout à l'heure, qui est le devoir de loyauté et de neutralité auquel tous les agents publics, y compris les syndicalistes, sont astreints. Par exemple, lorsque vous avez des associations agréées qui confondent instruction et militantisme, il n'est pas normal qu'il n'y ait pas de sanctions. Donc une fois qu'on aura retrouvé un peu de clarté dans la vision des choses, que le politique fixera le cap et que l'administration reviendra à sa fonction d'exécution, alors oui, des changements en matière de politique publique redeviendront possibles. Je ne vais pas tous les faire ici, j'en parle sur 40 pages dans le livre, mais il y a évidemment la nécessité d'un grand recentrage sur les fondamentaux au détriment des sciences de l'éducation et de l'approche par compétences. Il y a la nécessité d'un Big Bang de l'autorité, d'une revalorisation symbolique, salariale, intellectuelle du corps enseignant, une reprise en main de la politique d'éducation prioritaire qui est une gabegie absolue, un effort fait pour la ruralité. Il y a énormément de politiques de rupture à mettre en œuvre, mais encore faut-il que le politique soit dans son rôle de politique. La formation des maîtres aujourd'hui, elle est aussi au cœur de ce débat ou non? Mais vous avez 70% des professeurs des écoles, comme on dit dans la neuve langue du ministère aujourd'hui, qui ont fait des études en sciences de l'éducation ou en sciences du langage. Je pense qu'il faudrait un parcours beaucoup plus pluridisciplinaire, géré directement non pas par l'université, mais par l'éducation nationale, parce qu'il y a aussi, il faut le dire, une baisse du niveau des jeunes enseignants que je n'ai pas envie d'accabler encore une fois, parce qu'ils sont le produit d'un abandon du politique, mais il y a une baisse du niveau qui justifie la mise en œuvre de mesures de rupture. Je pense que Macron avait eu une formule qui était bonne en théorie, les écoles normales du XXIe siècle, sauf que derrière, on voit que les licences professorat des écoles qui ont été mises en œuvre et annoncées par Elisabeth Borne, on voit que l'université a gardé la mainmise sur les maquettes pédagogiques, ce qui est un drame absolu quand on voit toutes les passions déconstructionnistes qui travaillent à l'université française aujourd'hui. Peut-être est-il temps de changer de nom et de revenir, de passer de l'éducation nationale qui avait été adoptée en 1925, de revenir à la bonne vieille instruction publique qui reprenait, voilà, on est d'abord là pour instruire de l'enseignement et du savoir. L'éducation nationale, pour l'instant, on peut dire qu'elle a foiré, mon cher Joachim Le Floch Imad. Merci d'avoir été des nôtres aujourd'hui. Et puis bon, vu l'évolution de ce dossier, je ne doute pas qu'on sera appelé à faire appel à votre témoignage. À très bientôt, merci d'être venu. Le sapin de Noël Sud Radio. Ah, vous connaissez cette musique, Perico? On a une gagnante, je vous laisse annoncer ce qu'elle gagne. Je rappelle que le cadeau du sapin de Noël de Sud Radio attribué par l'émission La France dans tous les États est un bon d'achat de 200 € pour le site Maison Scarlett. Maison Scarlett, c'est la marque de boîtes à bijoux. Chouchoutez vos colliers, vos boucles d'oreilles ou encore vos montres avec les boîtes à bijoux fonctionnelles, jolies et accessibles. Et c'est une gagnante. Et c'est Sabine. J'avais peur que ce soit un homme. Bon, il aurait donné il aurait trouvé quelqu'un. Il aurait éventuellement vous-même. Voilà. Mais, Sabine, avec qui on est en ligne, qui nous appelle de l'Aveyron. Bonjour Sabine. Oui, bonjour. Bonjour et Sabine. Félicitations. Vous êtes de Vous nous appelez de Poustomy. Vous êtes de Poustomy. C'est ça. Je suis d'Aveyron.
C'est du côté de Millau, par là, pas trop. Tout à fait, Sud-Aveyron, oui. Sud-Aveyron. Bon, alors là, je vais vous dire, Sud-Aveyron, vous allez en train de préparer les fêtes. À mon avis, il va y avoir du foie gras au menu, je suis sûr. Oui, là. c'est ça, tout à fait. Bon, bravo Sabine. Et puis alors le soir de Noël, dites-moi, vous pourrez vous parer de toutes ces trésors. Et je suppose que la personne, je ne veux pas connaître votre vie privée, mais la personne avec qui vous partagez votre vie sera ravie de vous voir aussi bien, j'allais dire, illuminée par ces bijoux de Maison Scarlett. Bravo en tout cas. Bravo Sabine.